Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Vous le savez, chaque dimanche, nous débattons sur ce plateau des thèmes qui dominent l'actualité avec nos invités. Cette semaine, l'un des rares hommes politiques qui ne court pas après les médias, le président du conseil départemental de l'Hérault, Kléber Mesquida. Merci d'être avec nous. Vous avez été élu pour la première fois à 32 ans dans un petit village des Hauts-Cantons de l'Hérault. Et c'est là que commence votre règle de 3. À la fin de vos 3 mandats comme maire de Craysson, vous devenez conseiller général et dans la foulée, vous vous installez dans la mairie du chef-lieu de ce canton, Saint-Pons-de-Thomières, donc, ville plus importante que Craysson. Et là, les habitants vous confient encore 3 mandats. Saint-Pons, c'est votre camp de base depuis lequel vous partez à l'assaut de la 5e circonscription de l'Hérault. Là encore, 3 fois élu député. Vous ne vous êtes pas représenté en 2017 pour vous concentrer sur votre mandat de président du conseil départemental, une présidence à laquelle vous avez accédé 2 ans plus tôt, en 2015. Joli parcours quand même, hein. Toujours des défis. Je le disais, vous faites plutôt discret dans les médias. C'est le secret de votre longévité politique ? Vous savez, moi, je pars du principe qu'un homme politique doit être sur le terrain, à l'écoute des populations, et ensuite, dans son bureau, essayer de trouver des solutions ou d'apporter du bien-être. Donc, ce rôle-là, je le conçois en osmose complète entre le territoire, les populations et les fonctions. À un moment de votre carrière, autour des années 2000, comme tous les grands élus, quelle que soit leur étiquette, vous étiez maire, président de communauté de communes, conseiller général, député. Puis il y a eu tout ce débat sur le cumul des mandats. Comment avez-vous réagi à l'époque ? Et est-ce que cela a été difficile de choisir entre ces différents mandats ? Et surtout aujourd'hui, avec le recul, qu'en pensez-vous ? Mais moi, j'ai toujours été favorable au non-cumul, à la condition qu'un parlementaire puisse être au moins conseiller municipal. Pour connaître le terrain, en fait. Pour être en phase avec son terrain. Parce qu'un parlementaire qui est hors sol n'a pas ce contact, ce ressenti, et ça se voit actuellement pour certains. Donc, ça a été ma règle. Ensuite, c'est vrai qu'on me parlait de cumul de mandats. Et moi, je répondais, mais sur mes bulletins de vote, les électeurs savent les mandats que je détiens. Donc, c'est un cumul de confiance. Donc, cette réforme qui s'applique aujourd'hui aussi à vous, qu'est-ce que vous en pensez ? C'était intéressant, mais malgré tout, on a perdu peut-être un peu le contact avec le terrain ? Non, moi j'ai gardé, j'ai un mandat départemental. Bien sûr. Mais certains collègues qui sont encore élus députés ont gardé un mandat de conseiller municipal d'une ville. Et là, ils sont en phase avec les problématiques du territoire. Donc je trouve que cette loi est une bonne loi. Je le disais en vous présentant, votre camp de base, c'est le canton de Saint-Pons, aux confins de l'Hérault, du Tarn et de l'Aude. Le phénomène méditerranéen du 15 octobre dernier, ces dramatiques intempéries ont donc frappé un secteur que vous connaissez par cœur. Quelle a été votre réaction personnelle, tout d'abord ? Eh bien, moi, j'étais au courant de ce qui se passait dans l'Aude. Donc, et quand on me déclinait les dégâts qui se produisaient dans l'Hérault, j'étais satisfait de ne pas avoir de perte humaine. C'est la première réaction. Et d'ailleurs, je voudrais adresser un témoignage de compassion et de solidarité envers nos amis audois. Et dans l'Hérault, nous avons eu beaucoup de dégâts matériels sur les routes, dans les bâtiments départementaux, des fuites d'eau, des toitures endommagées, des ponts, des ouvrages d'art qui sont partis. Au moment où je vous parle, il y a 6 routes qui sont encore coupées et une dizaine où la circulation est difficile. Oui. Mais encore une fois, il n'y a pas eu de perte humaine, donc on s'en sort bien. En tant que président du conseil départemental, maintenant, on a vu des élus se faire interpeller, bien sûr, par les habitants. Les décisions politiques sont très attendues sur ces sujets-là. Comment peut-on agir pour limiter les impacts, l'impact de ces événements climatiques récurrents ? De toute façon, on ne pourra rien contre les changements climatiques, les précipitations qui se font de plus en plus intenses. On vient d'atteindre dans l'Hérault ce qu'on appelle la crue centennale, c'est-à-dire le niveau de référence centennale. Et hélas, en 2014, on a connu également cette crue centennale. Ça veut dire que les phénomènes se répètent et se rapprochent. Ce que nous faisons, nous, en termes de collectivité locale, sur le territoire de l'Hérault, nous avons 6 syndicats mixtes de bassins. Bassin du Vidourle, de l'Orbe, de l'Aude, on en a 6 bassins. Et nous préconisons des politiques publiques d'entretien des cours d'eau, de préservation, de confortement d'ouvrages. Donc ça, c'est la puissance publique, collective, commune, intercommunalité et département, qui mettent en œuvre ces travaux. Mais au-delà, on ne pourra jamais parer à toutes les crues. Peut-être améliorer l'annonce de ces événements,
L'alerte ? Oui, j'en parlais chez un de vos confrères et je disais, l'alerte orange, elle s'est banalisée. On a tellement d'alertes orange et on regarde le ciel, pas une goutte de pluie, on se dit le département d'alerte orange. Et moi, je préconise à ce qu'il y ait une graduation dans les alertes, avec un niveau alerte orange, niveau 1, niveau 2, niveau 3, de manière à ce qu'on sente. Et aujourd'hui, à l'ère de l'informatique, beaucoup de communes ont mis un système d'alerte de sirène avec les téléphones raccordés à un terminal. Ça veut dire que les habitants sont tout de suite avertis. Ouais. Voilà. Et avec ces technologies, on devrait pouvoir mieux informer, alerter et situer le niveau du risque. Alors, ces événements et les actions que vous venez d'évoquer conduisent à s'interroger, bien sûr, sur l'utilisation des moyens dont dispose un conseil départemental. Celui de l'Hérault, on va dire, est riche. Vous gérez un budget impressionnant d'1,5 milliard d'euros. Le problème, c'est que beaucoup de ces dépenses sont fléchées, en quelque sorte préaffectées. Je pense aux collèges, aux services d'incendie et de secours, à l'aide aux plus vulnérables, les personnes âgées, les handicapés, les enfants éloignés de leur famille, à l'insertion aussi. Ces parts ne cessent de grossir dans votre budget et tout le monde comprend qu'il n'est pas possible actuellement de les réduire, surtout quand on est socialiste. Alors, quelle est votre marge d'action ? Bien, notre marge d'action, c'est d'abord d'être inventif, de regarder comment on peut mutualiser un certain nombre de fonctions. C'est ce que nous avons fait au niveau du département, qui, malgré les restrictions budgétaires de l'État, je voudrais rappeler que depuis 4 ans, chaque année, c'est 16 millions d'euros qui sont réduits en cumul. En moins. Donc aujourd'hui, on est à près de 60 millions d'euros de moins de dotation de l'État qu'il y a 4 ans. Et on a pu y faire face, parce que on a beaucoup mutualisé. On a aussi une chance dans ce département qui est en croissance démographique où on gagne 15 000 habitants nouveaux par an. Et ça arrive à compenser le justement corollaire, ce gain c'est qu'il y a d'habitants. des constructions nouvelles, donc il y a des nouvelles taxes foncières et les droits de mutation. Lorsqu'il y a une transaction chez le notaire, il y a une partie qui est un droit de mutation versé au département. Donc c'est une recette dynamique. Nous avons cette chance-là que d'autres départements n'ont pas. Ce qui nous permet d'avoir un budget avec un investissement constant et en progression. On est de l'ordre de 205-210 millions d'investissements. Alors c'est ce budget d'investissement qui permet d'affirmer à un moment donné des choix politiques, vraiment. Oui. Quels sont vos choix, vous ? Sur les investissements, nous avons d'abord nos compétences propres. Nous avons les routes. C'est à peu près une centaine de millions d'euros que nous mettons sur les routes. Mais en même temps qu'on met des investissements sur les routes, on alimente l'économie, les travaux publics, l'emploi. On a les collèges. Sur les collèges, si je laisse que l'investissement, c'est à peu près 24-25 millions par an de collèges. Nous mettons une cinquantaine de millions d'euros d'aide aux communes, et c'est très important, et aux intercommunalités, parce que chaque fois que nous accordons 1 euro à une commune, elle additionne 1 euro de la région, 1 euro de l'État, 1 euro de son autofinancement, c'est 4 euros d'investis. Donc ça crée aussi une dynamique économique, et nous sommes là, on n'est pas là pour gérer en bon père de famille, certes, mais on est là pour gérer d'une manière dynamique et prospective. Alors justement, l'un des choix que vous affirmez, relayant cela les souhaits des derniers gouvernements, c'est le désenclavement numérique. Ça coûte cher, mais c'est indispensable pour maintenir des habitants dans les zones rurales. Il y a quelques semaines, Delphine Aldebert et Laurent Baumel sont allés dans les villages les plus enclavés de l'Hérault pour justement recenser leurs difficultés. On regarde ce reportage et nous parlerons du plan numérique juste après. La commune de Saint-Bosile-de-la-Sylve, 900 habitants, a un réseau Internet d'un autre âge. 512 kilobits par seconde, c'est 200 fois plus lent que la fibre optique. Dans cette entreprise viticole, la ligne d'embouteillage tourne à plein régime. Une mécanique bien huilée, mais là où ça coince, c'est derrière cette vitre, côté administratif. Donc ça, il faudra que tu renvoies, puisqu'apparemment, ça n'a pas marché. D'accord. Okay. Chaque mail, vous allez voir, prend au moins 2-3 minutes avant qu'il soit réceptionné par le destinataire. Voilà. Donc bon... c'est un inconvénient, bien sûr, une perte de temps. Et encore, quand on a Internet qui fonctionne, parce que ça peut arriver aussi qu'on n'ait rien. Cette entreprise vend son vin en Europe du Nord et au Japon. Désormais, toutes les démarches se font en ligne. De la marchandise part à l'export. Et là, on est obligé, le camion ne peut pas partir tant qu'il n'a pas ce document. Donc on est obligé de faire dans l'urgence. Et s'il n'y a pas Internet, c'est très compliqué. Ça peut durer un quart d'heure et ça peut durer des heures. Donc, on s'organise, on fait les papiers la veille, même si ce n'est pas très légal des fois, on fait comme on peut. Au bistrot, les problèmes de réseau sont dans toutes les têtes. Ici, on se sent coupé du monde, car ce n'est pas mieux côté téléphonie mobile. Il faut aller sur la place pour capter. Chez moi, je suis obligé de faire le tour de la maison pour capter.
C'est atroce, atroce. Je reçois des messages des fois, 3 jours après. On est fiers d'être une commune rurale. Maintenant, on ne peut pas opposer la ruralité avec une métropole qu'on a à 25 minutes de chez nous, qui est dotée de technologies et qui va être, je crois, ville test pour le déploiement de la 5G bientôt. Donc à 25 minutes l'une de l'autre, c'est vrai que le différentiel est énorme et qui est plus concevable de nos jours pour maintenir ces territoires ruraux vivants. Mais tous ces problèmes de réseau devraient bientôt appartenir au passé. Saint-Bauzille-de-la-Sylve a été retenue comme commune prioritaire par le département pour le déploiement de la fibre optique cette année. Quant au téléphone mobile, le maire organise une consultation publique pour l'installation d'une antenne multi-opérateur. N'est-ce pas finalement une coûteuse utopie de vouloir offrir les mêmes débits à tous les habitants de l'Hérault ? Vous savez, l'égalité républicaine, c'est d'offrir aussi tous les services à tous les habitants où qu'ils résident. Dans le reportage que l'on vient de voir, il y a 2 problèmes. La téléphonie mobile qui ressort des opérateurs privés et le très haut débit. Et on s'est rendu compte avec mes collègues, dès mon élection à la présidence en 2015, on s'est rendu compte que c'était attendu et demandé par tous les Héroltais, où qu'ils résident. Et nous avons décidé, j'ai été élu le 2 avril président, le 5 avril je rencontrais Axel Lemaire, la secrétaire d'État au numérique, on a pris le train en route du France Très Haut Débit, nous sommes arrivés à bon port, dans la bonne gare, avec des financements assurés. Et aujourd'hui, on a attribué une délégation de service public qui va desservir tous les Héroltais, où qu'ils résident, dans le plus petit écart isolé, par la fibre. Alors, est-ce qu'on ne fait pas payer finalement les habitants des grandes villes pour raccorder les hameaux, les villages les plus éloignés ? Pas du tout. Sur 52 villes du département, c'est les opérateurs historiques qui sont chargés de faire la montée en très haut débit. Ça, c'est leur problème. D'accord. Et sur les 286 autres communes, c'est le département qui a lancé cette opération. Ce n'est ni notre compétence ni une obligation. Donc, c'est une décision, une politique volontaire. Et aujourd'hui, le projet global, c'est de 384 millions d'euros. Mais on a bien négocié la délégation de service public. Reste à la charge des collectivités publiques 33 millions et demi. Oui, vous êtes bien dont débrouillé. 18 pour le département. La région nous accompagne, l'État également. Et là, on va rendre un service aux habitants, mais également, on va aller dans les usages du numérique. On a mis en place une direction de l'aménagement du numérique pour conseiller les citoyens comment utiliser tout le numérique. Une autre de vos priorités, c'est le soutien au tourisme, avec notamment cette année une initiative. On a le petit livret que vous avez constitué là, le No-Tour. Quel est votre but ? C'est repousser les nombreux touristes du bord de mer vers des cantons plus viticoles ? Vous savez, le constat de ce département, c'est que sa carte d'identité paysagère, c'est le vignoble. Oui. Et ce vignoble-là... C'est la mer et le vignoble. La mer et le vignoble. Mais la mer, on le trouve un peu partout, le vignoble certes, mais on a ces compléments-là. Si on supprime les vignobles et si on n'apporte pas l'irrigation dans les 10 ans à venir, la vigne disparaîtra. Donc ça, c'est un autre sujet. On s'occupe aujourd'hui d'un plan irrigation d'Hérault. Et concernant le no-tourisme, si on veut que ce département soit attractif, et le premier produit intérieur brut, c'est le tourisme, 1,7 milliard de chiffre d'affaires sur ce département. Si on veut conforter, c'est aussi le rendre plus attractif à travers le no-tour de l'Hérault. C'est une première départementale. Oui. Et avec les lois F20, on hésitait pendant longtemps à communiquer sur le no-tourisme. Oui. Mais quand j'étais parlementaire, j'étais à l'origine de la modification de la loi F20 pour permettre une meilleure communication. Et aujourd'hui, on en voit les effets. Vous assumez cette communication sur le vin. C'est pas pour ça qu'on va créer des générations d'alcooliques. Oui, comme dit mon collègue Yvon Pelé, le vin, il faut le boire avec sagesse. Mais ensuite, sur le no-tour de l'Hérault, première initiative départementale à cette échelle-là, nous avons été sélectionnés et on nous remet le prix au mois de novembre. Donc c'est une première annonce que je fais devant vous sur ITER Viti France. On est sélectionné comme initiative innovante et on va être proposé au prix européen. Ça veut dire que c'est un label. Et ce projet no-tour de l'Hérault, qui consiste à un circuit de 515 km qui va relier 59 caveaux étapes, 705 caveaux ouverts au public, ce circuit-là, ça va nous permettre de donner à ceux qui viennent dans l'Hérault, et même aux Héroltais, de découvrir l'histoire, le patrimoine, la culture, les sports de pleine nature. Et l'économie, c'est qu'un no-touriste dépense 100 € de plus que l'autre. Et nous avons 20% de la clientèle touristique qui viennent
pour le tourisme. Revenons, Président, si vous le voulez, à la politique. Quel est l'avenir des conseils départementaux? C'est une autre question qu'on voulait vous poser. Au moment de la présidentielle, certains élus membres de l'association des grandes villes de la France urbaine réclamaient la possibilité pour les métropoles qui le souhaitaient de fusionner avec leur département sur leur territoire. Manuel Valls puis Emmanuel Macron ont proposé de réduire le nombre des conseils départementaux. Alors refaire une carte de France en quelque sorte, organisée autour d'énormes métropoles, autour de Marseille, de Toulouse. Ces métropoles se développent rapidement en reprenant des compétences départementales. Le développement de la métropole montpelliéraine est apparemment plus compliqué. Pour quelle raison ? Écoutez, j'étais avant-hier à l'Association des départements de France et nous avions une conférence sur le thème relations département-métropole. Le président de la République avait invité 5 présidents de la métropole de plus de 500 000 habitants pour réfléchir à une fusion. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule métropole qui serait tentée de le faire, c'est Toulouse. Les autres ont bien réfléchi, ont bien regardé et ont compris que les solidarités territoriales et les solidarités aux personnes ne pouvaient être bien exercées que par une institution départementale. Oui, alors Marseille, il y a quand même que le pays d'Arles, qui est un tout petit territoire, qui est hors métropole. 80% du Lyon, territoire est dans la métropole. Si Lyon s'est fait, c'est que la métropole de Lyon couvre quasiment le territoire. Il ne reste que 13 cantons dans le Rhône. Donc nous avons un cas qui n'est pas du tout comparable en termes d'importance. Mais quand on regarde les compétences du département, y compris sur le territoire métropolitain, dans toutes les phases de la vie, depuis la prénatalité jusqu'au dernier âge, on accompagne tout le monde avec les politiques de solidarité. Alors justement, puisque vous en parliez, dans le partage des compétences entre départements de l'Hérault et métropole montpelliéraine, les sujets de discorde ne manquent pas. Nous sommes replongés dans nos archives pour exhumer une polémique de 2016 autour du domaine d'eau, vaste parc situé à Montpellier et dans lequel a été d'ailleurs construit l'hôtel du département. Et ce cas illustre bien les difficultés dont nous reparlerons dans un instant avec le président Mesquida. Après 3 mois de blocage sur l'avenir du domaine d'eau à Montpellier, Kléber Mesquida et Philippe Sorel ont trouvé un terrain d'entente, partager la gestion du site. La métropole s'occupera de la partie nord qui comprend le théâtre et l'amphithéâtre. Le personnel et les subventions au festival sont également transférés. Au sud, cette fois, le théâtre d'eau, ses espaces verts et ses agents d'entretien seront sous la coupe du département. Un éclatement complexe selon l'opposition. Sur un site, on va le voir géré par 2 entités différentes, alors que ce site est unique. Ce qui veut dire qu'il va falloir créer, pareil, les conditions par convention d'organisation de ce site géographique, culturel. Je pense que les deux ont fait preuve, d'une part, d'un petit peu, je dirais, de sagesse, mais par ailleurs, c'est un compromis, je dirais, à minima. Autre compromis, celui du transfert des routes classées dans le domaine public départemental. Si je prends l'exemple du Lien, le tracé du Lien, il y a une partie, une commune, métropole. La commune d'après, département. L'autre commune, métropole. Donc on ne peut pas faire une gestion de voirie en pointillé. Donc on se met d'accord sur qui gère l'ensemble. Et puis dans un autre secteur, c'est l'autre partie qui gérera également l'ensemble. Alors, ça c'était il y a 2 ans. Est-ce que les choses sont plus simples aujourd'hui? Est-ce que ces difficultés sont liées à un problème structurel ou à un problème de personnes? Vous et Philippe Sorel, 2 hommes politiques avec des parcours finalement très différents. Écoutez, les transferts ont été discutés, négociés, c'est normal. Aujourd'hui, on a finalisé. Il y a principalement la culture et le domaine routier, c'est-à-dire tout le domaine routier à l'intérieur de la métropole qui était auparavant géré par le département et dorénavant géré par la métropole. Nous affectons 12,5 millions par an à la métropole de crédit, plus les 85 Vous avez réussi à trouver un modus vivendi finalement avec la métropole. Vous arrivez à travailler ensemble. Mais vous savez, la loi a bien défini comment on transférait les compétences et comment on les finançait. Et moi, je tiens à souligner que tout ce qui se fait sur le domaine routier de la métropole, routier départemental, la déviation de Castries est entièrement financée par le département. La métropole réalise, c'est le département qui finance. On a transféré 85 agents. Donc, les transferts sont clairs. Maintenant, chacun a son territoire de responsabilité. Deuxième domaine important qui a été transféré, c'est la culture sur le territoire de la métropole. Et le nord du domaine d'eau, où il y a le théâtre Jean-Claude Carrière et l'amphithéâtre, a été transféré par convention à la métropole. Donc, c'est la métropole qui gère. Mais c'est le département qui continue chaque année à payer les festivals et le fonctionnement de l'EPIC. Donc, chaque année, c'est 4,8 millions d'euros que nous affectons à la métropole pour les festivals. Ouais, vous avez trouvé qui sont fléchés. Des secteurs ciblés. On parlait de personnalités politiques différentes. Philippe Sorel a fait le choix de
rejoindre un petit peu le mouvement En Marche. Comment analysez-vous justement ce phénomène Macron, le succès de La République En Marche? Avec votre expérience politique, est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Vous savez, aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est que c'est En Marche à ralenti. Ça marche d'une manière accélérée lorsqu'il y a des problèmes de fiscalité. Et aujourd'hui, tout le monde a constaté que la fiscalité a été réduite à ceux qui sont les plus nantis, et les pénalisés, les retraités. Je ne veux pas rentrer dans un débat polémique, mais c'est un constat. Bon. Donc, je crois qu'en marche, il va y avoir aussi des marches, il va y avoir des trébuchets. Mais pour un président comme vous de conseil départemental, socialiste, est-ce que c'est plus difficile finalement de travailler avec le gouvernement actuel que ça l'était avec le précédent? C'est un petit peu plus difficile parce que nous avons eu affaire à des ministres qui, n'ayant pas eu d'exercice de mandats locaux, ne comprennent pas les problématiques des départements, de tous les départements. Soit des départements de droite comme de gauche, tous les départements sont vent debout contre la politique de l'État, qui nous transfère des compétences sans les moyens. Un petit exemple très récent, la maintenance informatique des collèges. Les collèges, c'est l'éducation nationale. La maintenance informatique pour la pédagogie dans les collèges, on nous la transfère. C'est 11 millions d'investissements et 2 millions d'euros par an de fonctionnement. Et là, on demande à l'État une compensation. Eh bien non. Et en plus, l'État nous pénalise parce qu'il nous fixe un niveau d'augmentation de notre budget. On ne doit pas augmenter de plus de 2%. Or, on a des dépenses mécaniques qu'on ne décide pas, qu'on ne maîtrise pas. Les personnes âgées, les personnes handicapées. On l'a évoqué au début de l'émission. Oui. Et là, l'État va nous pénaliser, nous mettre une amende. Alors, non seulement il réduit des dotations, en plus, ils veulent nous pénaliser. Donc, c'est un retour de la tutelle de l'État. Où est l'esprit de Gaston Defferre, de la décentralisation? On fait notre règle de 3, nous aussi. On a parlé de Philippe Sorel, du président Macron. Je voudrais également parler de Carole Delga, parce que finalement, quand on est dans un conseil départemental comme celui de l'Hérault, est-ce qu'on n'est pas pris en tenaille finalement entre la métropole et le conseil régional? Non, la métropole a son champ de compétences. La métropole n'interfère pas dans les problèmes du département. Est-ce qu'ils n'essayent pas de vous grignoter de part et d'autre? Mais écoutez, nous avons suffisamment de preuves, de puissance, 2 siècles d'existence d'un département, ça ne se gomme pas comme ça. Et la solidarité territoriale, mais la solidarité également des personnes, quand nous apportons une aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées sur le territoire de la métropole, c'est l'ensemble des Héraultais qui le financent. Donc les ressortissants de la métropole sont aussi bénéficiaires des politiques départementales. Et quant à la présidente Carole Delga, je crois que dans les annales, c'est la première fois qu'un président de département et un présidente de région sont en telle harmonie, conjuguent leurs efforts, vont ensemble sur les mêmes projets, créent des synergies. Vous avez une vision un peu cohérente du développement du territoire, un peu en harmonie? Oui, tout à fait. On partage, on se rencontre régulièrement. Tous les mois, on a une rencontre avec la présidente Carole Delga. Nous faisons état des projets importants du département. Et quelquefois, la région nous demande d'aller dans des cofinancements d'actions et on y va. Donc, on construit intelligemment pour l'intérêt du territoire. Et je vous dis très sincèrement, moi qui ai un certain nombre d'années d'existence, 24 ans de conseiller départemental, c'est la première fois où je sens qu'il y a une telle force, une addition de force qui se dégage entre le département et la région au profit de l'Hérault. Alors pour clore cette émission, je voudrais tout de même que nous parlions du socialisme, de votre famille politique. D'abord, quand est-ce que vous avez pris votre première carte? 1975. Ah, c'est pas mal, hein. Parmi 3 personnalités qu'on va vous présenter, Olivier Faure, l'actuel premier secrétaire du parti, François Hollande, notre ancien président qui ne s'est pas complètement coupé de la politique, et Benoît Hamon, qui vient de créer son parti Génération, avec un S comme socialiste. De qui vous sentez-vous le plus proche? Je me sens le plus proche de François Hollande. Hamon a fait une campagne présidentielle. Le lendemain de la campagne, il s'en va. Ah oui, ça vous l'avez mal vécu. Ah, ça c'est mal vécu, c'est pas très élégant. On est chef de guerre. Guerre entre guillemets. On perd la campagne et on s'en va et on laisse les troupes. Pour vous, ça a été un petit peu un abandon des troupes? Ah oui, moi j'ai fait campagne pour Benoît Hamon, forcément, et naturellement d'ailleurs. Et aujourd'hui, je le laisse faire son chemin, mais je pense qu'il sera dans les générations des perdus. Comment vous voyez l'avenir du socialisme, justement, de ce parti? Écoutez, je disais à mes collègues, laissons passer la bourrasque. Ensuite, c'est comme pour les inondations. Il y a le niveau de décantation
Et puis restera le terreau, et ce terreau-là qui fera refleurir des nouvelles plantes. Donc il faut avoir cette patience-là de reconstruire un corpus idéologique, de reconstruire l'opinion publique pour leur faire apprécier le progressisme que l'on veut apporter. Et en ce sens, François Hollande a eu quelques ratés, mais c'est vrai aussi qu'il a été quelquefois mal accompagné, mal conseillé et il a mal communiqué. Vous aimeriez qu'il revienne aujourd'hui, qu'il reprenne la tête de ce mouvement ? Je ne crois pas que ce soit d'actualité, mais ce que je constate, c'est que le retour de la croissance et le retour de l'emploi, il a été 6 mois après la fin du mandat de François Hollande. Donc on a tiré les bénéfices un peu tard. Juste pour terminer, au niveau départemental, c'était une terre socialiste, hein, vous êtes président du conseil départemental. Est-ce que ça l'est toujours ? C'est toujours une terre, je dirais, de progressistes. Voilà. Parce que nous, dans notre majorité, nous avons des socialistes, nous avons des gens de divers gauches, bon, et il y a des gens qui sont des modérés, qui ne sont pas du tout encartés. On en a un certain nombre dans notre conseil départemental, dans le groupe majoritaire. Donc, oui, il y a un avenir. Il y a un avenir quand on sait construire des politiques publiques pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Est-ce que vous pensez à vous, à votre propre avenir ? Est-ce qu'il y aura encore un autre mandat après celui-là, sénateur peut-être ? Écoutez, j'ai exercé quasiment tous les mandats. Et je m'inspire toujours, et je l'ai toujours fait, depuis 40 ans que je suis, toujours fait. Je me suis inspiré de la formule de François Mitterrand. Si vous ne voulez pas qu'une décision se sache, ne la prenez pas. Ne pas prendre la décision. Et chaque fois, j'attends 3 mois avant l'échéance pour dire je repars ou je ne repars pas. Bref, on le saura au dernier moment, quoi. Voilà. Merci Kléber Mesquida d'être venu sur notre plateau. Dimanche en politique, c'est fini, sur cet écran en tout cas, mais vous pouvez bien sûr nous retrouver sur tous les autres. Vous avez des questions, des expériences à partager, des reportages, des émissions que vous souhaitez revoir. Le site internet de France 3 Occitanie et nos réseaux sociaux vous permettent aussi de réagir. L'information y est sans cesse renouvelée et surtout pour bien suivre l'actualité, ne ratez pas vos journaux télévisés à 19h chaque jour et bien sûr à midi, c'est tout de suite. Bon appétit et très belle journée à tous.